Salut, j'ai 3 phrases pour vous. Grande campagne, vieille Angleterre, Mark Darcy. Vous pensez à quoi? Bien vu, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être le best-seller de Jane Austen, Orgueil et préjugés. Un classique parmi les classiques de la littérature anglaise, mais qui est selon moi un des meilleurs. Si vous avez déjà eu l'occasion de le lire, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Normalement, ça sera un petit format, ça va pas vous prendre des plombes. Si vous l'avez jamais lu, restez quand même. Orgueil et préjugés est un roman de la romancière Jane Austen qui a été publié en 1813. Il a été adapté sous pas mal de supports, notamment en série avec Colin Firth et Jennifer Elk, il me semble, mais aussi en film avec Keira Knightley. Il a aussi été plusieurs fois adapté en manga, que j'ai d'ailleurs sous la main. Il a également été adapté en version moderne, notamment avec le journal de Bridget Jones. Alors, Orgueil et préjugés, en gros, de quoi ça parle? On suit la famille Bennet, donc qui est composée de Mr. et Mrs. Bennet et de leurs 5 filles. Alors, la famille Bennet n'est pas forcément bien née en fait. Elle est ni noble ni forcément pauvre, elle est vraiment entre les deux, on va dire. Et le but principal de Mrs. Bennet est de marier ses plus grandes filles afin qu'elles fassent un beau mariage, mais qu'elles aient également une bonne dot, histoire de pouvoir garder la maison. Mr. Bennet, quant à lui, est plutôt intéressé par le bonheur de ses filles, ce qui est quand même une vision assez moderne pour un homme de l'époque, parce qu'à l'époque, on était vraiment encore dans les mariages de convenance, mais ça, on y reviendra plus tard. Donc, Mrs. Bennet veut marier ses filles pour avoir une jolie dot et pouvoir garder leur maison. Monsieur Bennet aimerait que ses filles se marient, mais pour un mariage d'amour. On est sur ce principe-là. Et pendant que tout va à peu près bien dans la famille Bennet, dans le domaine d'à côté vient s'installer Mr. Bingley. Mr. Bingley, auquel Mrs. Bennet souhaite promettre assez vite sa plus grande fille, Jane. À la suite de ça, Jane et ses sœurs vont arriver à une réception où Lizzie, la cadette, va rencontrer Mark Darcy. Et c'est à partir de ce moment-là où le titre de ce roman prend absolument tout son sens. Un des points les plus intéressants dans ce roman, qui je le rappelle a été publié au début des années 1800, c'est son côté très avant-gardiste, surtout au travers du personnage de Lizzie notamment. Lizzie, Elizabeth Bennet. Donc on a Jane, Elizabeth, et après les 3 sœurs dont je ne me souviens plus le nom. Il y a Kitty quelque part, mais les plus importantes entre guillemets, c'est Jane et Lizzie. Ce qui est très intéressant avec le personnage de Lizzie, c'est qu'elle est elle-même assez blasée, assez dépassée finalement par ce qui se passe autour d'elle. Notamment ces fameux mariages de convenance. Les beaux mariages qu'il fallait faire pour avoir une belle dot, pour avoir un beau domaine, etc., etc. Elle, concrètement, elle s'en tape un petit peu le fessier par terre, quoi. Je veux dire, ça l'intéresse pas des masses. Et c'est quelque chose qui amène souvent des discordes entre elle et sa mère, parce que sa mère, pour elle, tu ne peux pas être une femme à cette époque de l'Angleterre si tu ne fais pas un beau mariage. Et Lizzie, elle, de son côté, préfère passer du temps avec ses sœurs, préfère se cultiver, plutôt que de se chercher un bon mari. L'intervention du personnage de Darcy est d'ailleurs assez intéressante dans le récit, surtout par rapport à Lizzie, parce que Darcy est clairement un bon parti. Il est quand même plutôt riche, il a un très beau domaine, il a une belle entre guillemets lignée, mais il envoie une punchline à Lizzie qui ne lui plaît absolument pas, et Lizzie, à partir de ce moment-là, peu importe si Darcy est un bon parti ou quoi que ce soit, elle s'en fout, elle a décidé qu'elle allait lui faire la misère. Et pendant ce temps-là, en parallèle de ça, on a sa mère qui pète complètement les plombs, parce que Jane doit absolument se marier, et ceci et cela, il faut qu'elle casse ses filles, mais avec des bons partis quand même. Et pour ça, elle est prête à les donner, entre guillemets, un petit peu à n'importe qui. Je songe notamment à un de leurs cousins, Monsieur Collins, du coup, qui déboule en fait, et Monsieur Collins, il n'a pas grand-chose d'intéressant au final. Il n'est pas très beau. On dit que le physique et tout, ceci, cela, mais non, il est pas... dans le roman, il n'est pas décrit comme quelqu'un de super charmant, quoi. Il n'est pas très beau. Au-delà de ça, il n'est pas non plus intéressant du tout. Il est sans arrêt en train de parler de sa bienfaitrice, Lady Catherine, à rappeler combien on coûtait ceci, on coûtait cela. Il a rien d'intéressant. Mais parce qu'il a une bonne dot, Mrs. Bennet est prête à le donner à Lizzie. Et ça, Lizzie, ça lui plaît pas du tout. Alors, ce qu'on apprend principalement en fait dans ce roman, c'est que être une femme à cette époque en Angleterre, c'était quand même assez compliqué, parce qu'on n'avait pas vraiment de droit finalement. Je veux dire, le féminisme, c'était pas encore trop ça. Il fallait être bien né éventuellement, ou au moins être bien marié, et il fallait faire honneur à sa famille justement avec un beau mariage. Et à partir du moment où notre esprit allait contre cette pensée, c'était d'autant plus compliqué.
parce qu'il fallait se fondre clairement dans la masse. Alors, on va faire un petit point sur les personnages. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a quelques-uns. Je vais vous citer selon moi les plus, pas intéressants, mais ceux que j'ai plus ou moins préférés et qui pour moi méritent quand même un petit focus en fait, parce qu'ils ont quand même des bons développements. Alors évidemment, on a Lizzie, Elizabeth Bennet. C'est le personnage entre guillemets principal de ce livre, parce que Lizzie, c'est la fille qui va à contre-courant. C'est la fille qui préfère faire du cheval bouquiner plutôt que de se chercher un mari ou quoi que ce soit. Après Lizzie, nous avons le personnage de Jane. Alors Jane, je l'ai beaucoup aimée parce que on pourrait la penser très naïve, tout ça, mais en fait non, elle a un côté très romantique, mais Jane est aussi très attachante. Et c'est un petit peu, pas forcément la morale de Lizzie, mais elle permet à Lizzie d'être malgré tout moins cynique, notamment à l'égard de Darcy. Toujours pour rester dans les sœurs, une sœur qui est quand même aussi intéressante à aborder, c'est Kitty. Alors Kitty, c'est une des plus jeunes et Kitty, concrètement, elle est totalement dans la caricature de celle qui se cherche un mari, mais pas de la bonne manière, on va dire. Kitty, elle sort en ville, elle surveille les arrivées des soldats, etc., etc. Kitty, elle aime les uniformes, elle dragouille, tout ça. Elle s'amuse en fait, elle s'amuse comme le ferait une adolescente en fait de cet âge finalement, mais à l'époque, c'était pas très bien vu. Je vous cite Kitty parce que là, à voir comme ça, on pourrait penser à dire mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle a finalement, si elle fait que de draguer, qu'est-ce qu'elle a forcément d'intéressant. Mais Kitty, à un moment, son personnage prend une certaine importance dans le roman. Une certaine importance qui servira notamment à l'importance en fait de Darcy. En plus de ça, on a les parents Bennet. Surtout Mrs. Bennet. Elle, c'est un bonheur. C'est complètement une caricature. C'est la mère qui veut absolument marier ses filles, mais non pas pour qu'elles soient heureuses, mais simplement pour qu'elles soient heureuses matériellement. Elle s'en fiche totalement que ses filles ne soient pas amoureuses. Elle s'en tape, elle, tout ce qu'elle voit, c'est qu'il faut qu'elle puisse après se vanter auprès de ses copines, etc., que ses filles ont fait un beau mariage et se retrouvent avec les poches pleines et un beau domaine. On a Monsieur Bennet de ce côté qui est beaucoup plus mesuré. Et je trouve sa relation notamment avec Lizzie très touchante aussi, parce qu'il a un côté quand même assez protecteur avec elle, mais protecteur, il est pas papa poule quoi. Pour vous donner un exemple, je vous parlais tout à l'heure du personnage de Collins. Monsieur Collins va donc faire sa demande auprès de Lizzie. Lizzie refuse et s'enfuit. Elle s'enfuit au fond de son jardin, elle va pas très loin. Mrs. Bennet accourt et fait comprendre à Lizzie que je te renie en tant que fille si tu n'acceptes pas la demande en mariage de Monsieur Collins. Monsieur Bennet est là, Mrs. Bennet lui demande de prendre parti, Monsieur Bennet regarde Lizzie et lui dit « Je te renie en tant que fille si tu acceptes la demande en mariage de Monsieur Collins. » Vous voyez à peu près le genre ? Il y a aussi le personnage de Darcy. Fitzwilliam Darcy est un personnage absolument génial. Il est décrit comme quelqu'un de très antipathique, de très cynique et de très froid. Et c'est ce qui peut transparaître tout au long du roman. Mais finalement, Darcy est quelqu'un de noble, mais au-delà de ça, d'assez blessé finalement. D'assez blessé et de complètement maladroit. Ce mec ne sait pas communiquer, clairement. Et ça donne lieu à des dialogues un petit peu compliqués parfois entre Lizzie et lui, mais à lire, c'est un bonheur. Nous avons aussi le personnage de Wickham. Donc Wickham, je ne l'ai pas encore abordé. Wickham, c'est un soldat, il me semble, que Lizzie rencontre au détour d'une de ses balades en ville, justement. Et Wickham est très charmeur, Wickham sait bien parler, Wickham, il lui plaît quand même, il lui plaît quand même pas mal. Et Wickham, c'est typiquement le genre de personnage où on aurait tendance à dire ne vous fiez pas aux apparences. Parce que si Wickham est très gentil, a l'air bien élevé, etc., Wickham, vous le verrez au fur et à mesure des pages, est un gros enfoiré. Après cette espèce de petit résumé, les raisons pour lesquelles, selon moi, il faut lire Orgueil et Préjugés. Tout d'abord, le style est selon moi très fluide. C'est le genre de classique qu'on commence, mais qu'il ne faut pas commencer en se disant « je vais lire un classique, ça va forcément être long et me prendre la tête ». Parce que Orgueil et Préjugés, ce n'est pas ça du tout. La plume de Jane Austen est très belle et peu importe la traduction que vous choisirez, il y en a des plus ou moins facilitées entre guillemets. Je songe notamment à la traduction par exemple de chez Milady que j'ai 2 exemplaires de Orgueil et Préjugés chez moi, j'en ai un de chez les éditions du Rocher qui est très belle. Et j'ai aussi celle du coup de chez Milady qui est tout aussi belle mais quand même assez entre guillemets simplifiée, on va dire. Renseignez-vous et dirigez-vous peut-être sur une traduction un petit peu plus du coup simplifiée si vous avez peur d'aborder ce classique. Au-delà de ça, le style est très fluide, ça se lit très bien. Les descriptions ne sont pas trop longues et si elles le sont par moments, ne sont pas trop pompeuses. On ne s'ennuie pas pendant des pages et des pages à lire des descriptions.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a aussi énormément d'humour dans ce livre. Beaucoup d'humour, pas mal de cynisme aussi, mais vraiment beaucoup d'humour. La plume en fait de Jane Austen à ce niveau-là est formidable. Dans le sens où, comme je vous en parlais tout à l'heure, on a une critique de la société anglaise de l'époque. Mais c'est pas une critique acerbe, c'est pas quelque chose de piquant ou quoi que ce soit, c'est pas une critique clairement en mode à l'époque c'était comme ça, c'était nul, c'était tout pourri. Ce n'est pas une critique qui cherche à dénoncer clairement, ou alors elle le fait d'une manière plus subtile. Elle ne dénonce pas voilà, il se passe ci, ça, il faut que ça change. Non, mais elle est tellement dans la caricature que nous-mêmes on se rend compte finalement qu'il y avait 2-3 trucs qui étaient quand même bizarres et qui auraient eu le mérite d'être changés. Pour englober tout ça, la critique sociétale est donc très intéressante, bien abordée, peu difficile à comprendre et à analyser, vraiment très sympathique. Elle est vraiment très chouette à lire. L'histoire d'amour, parce que clairement Orgueil et Préjugés est une histoire d'amour, est aussi super chouette à lire, mais surtout, quoi qu'on pense, c'est une histoire d'amour, mais paradoxalement, ce n'est pas le centre du récit. Parce que Lizzie et Darcy, vous vous doutez bien que l'histoire d'amour c'est eux, Lizzie et Darcy se rencontrent et se détestent tout de suite. Ils se détestent tout de suite et surtout, le roman n'est pas concentré sur la façon dont leur relation, ceci ou cela, ou nanani ou nanana. On n'a pas l'un dans un coin qui cogite genre « Ah, nanani, nanana, c'est horrible » ou quoi que ce soit. Quand Lizzie et Darcy ne se voient pas, ils font leur vie. Mais quand ils se recroisent, la relation peut avoir évolué d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, surtout d'une manière et surtout de l'autre, c'est super compliqué à expliquer, vous verrez. Mais la romance n'est pas le point principal du récit. On n'est pas sans arrêt là à se dire « Oh Lizzie, oh Darcy, oh ceci, oh cela ». Il y a tellement de choses aussi intéressantes qui s'y passent, notamment par rapport aux autres sœurs Bennet ou par rapport à la famille de Darcy ou à la famille de Monsieur Bingley que j'ai survolé tout à l'heure. Il se passe tellement de choses intéressantes à ce niveau-là qu'on a tendance à ne plus trop se concentrer sur l'histoire d'amour de Lizzie et Darcy, ce qui fait que ce roman est une romance, mais n'en est pas une en même temps. Honnêtement, s'il y a quelque chose dans Orgueil et Préjugés que je dois vous recommander et qui doit être peut-être la seule raison pour laquelle vous devriez le lire, c'est les punchlines, notamment entre Lizzie et Darcy. Ils s'envoient des trucs des fois en pleine tête, c'est incroyable. C'est des vannes à l'anglaise, c'est des vannes à l'anglaise, c'est très hautain, c'est très noble, c'est très ceci, très cela, mais c'est un bonheur, oh, c'est un bonheur. Prenons par exemple la déclaration de Darcy à Lizzie. Prenons par exemple la déclaration de Darcy à Lizzie. C'est quelque chose, j'ai pas forcément la déclaration là en tête, je ne la connais pas par cœur malheureusement, mais c'est quelque chose à base de « Je sais que je suis trop bien pour vous et que vous n'êtes absolument pas une recommandation pour moi et que votre famille ferait totalement honte à la mienne, mais voilà, je vous aime. » Mais qui se déclare comme ça? Il y a énormément de passages qui sont vraiment sympas à lire. Après, c'est du Jane Austen. C'est le genre de roman, vous lisez, vous passez du bon temps, clairement. Il y a une critique, ceci. Vous passez aussi pas mal de temps à glousser, clairement. Faut dire ce qu'il y a, je veux dire, c'est... Ça, vous êtes... Ouais, vous avez tendance à être émoustillé, notamment quand Lizzie et Darcy se retrouvent. Vous êtes là, ah, qu'est-ce qu'ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils vont se dire? C'est un petit peu comme on suivrait, vous savez, la saga du samedi soir. C'est le même genre à peu près, sauf que c'est plus sympa. Tout le propos du roman est vraiment sympa et selon la traduction que vous choisissez, le roman fait plus ou moins de pages. Moi j'ai les éditions du Rocher, par exemple, qui fait à peu près 600 pages. Et je me suis lancée dedans en me disant « À ton âge, t'as toujours pas lu un Jane Austen, mais t'as pas honte ?» Du coup je me suis lancée dedans et au début j'étais « Ah, j'ai peur quand même. » Ça me fait toujours cet effet-là. J'adore lire les classiques, mais à chaque fois que je dois me lancer dans un classique, il y a toujours cette petite appréhension à me dire ça risque d'être loin quand même. J'ai toujours cette petite peur. Et en fait, dans Austen, ça a été comme ça au départ, et alors après, je me suis éclatée. Je me suis vraiment éclatée, et il fait d'ailleurs partie de mes classiques préférés. C'est le genre de classique que j'aurais moi-même tendance à recommander peut-être pour des premières lectures. Parce que, comme je l'ai répété en fait tout le long de la vidéo, le style est abordable, l'histoire est sympa, prenante, les personnages sont super attachants et très honnêtement, en tant que youtubeuse livre, je suis pas censée vous dire ça, mais il y a eu tellement d'adaptations que si vous voulez pas vous cogner le film, ne serait-ce que la série avec Colin Firth là, elle est super fidèle, jusqu'au moindre trait de dialogue elle est fidèle. Après, pour ceux qui voudraient rester dans le livre sans forcément lire le classique, il y a eu aussi quelques adaptations, notamment en manga. Après là par contre on perd un petit peu le côté justement critique. Là on a vraiment le principe, le shoujo, Lizzie, Darcy, Lizzie, Darcy, Darcy, Lizzie.
De temps en temps Bingley, Jane, parce que aussi il se passe 2-3 trucs sous-jacents, c'est assez compliqué à suivre leur histoire. Je vous ai donc cité, selon moi, les raisons principales de pourquoi il faut avoir lu ou lire Orgueil et Préjugés si vous l'avez toujours pas fait. C'est un classique qui est largement trouvable en librairie, qui coûte peu cher. Les traductions sont très nombreuses. À peu près tous les ans, on a des rééditions, même des super belles rééditions d'Orgueil et Préjugés, qui est, comme je vous disais, un des plus grands classiques de la littérature anglaise. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bon week-end, également de bonnes lectures, que ce soit Orgueil et Préjugés ou pas. Je vous remercie à nouveau de me suivre. À l'heure où je tourne, on est 27 sur la chaîne. C'est déjà 27 de plus qu'il y a 3 jours. N'hésitez pas à vous abonner, à liker peut-être la vidéo, à partager la chaîne. Et tant qu'à faire, dites-moi, est-ce que vous avez déjà lu Orgueil et Préjugés? Si oui, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Sinon, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Je vous fais plein de gros bisous et passez une bonne soirée. À la prochaine!